Merci, mon général. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le chef d'état-major des armées, cher général, au nom du groupe Les Républicains, je suis ravie de pouvoir vous auditionner au sein de la Commission de la Défense dans le cadre de la LPM aujourd'hui. Nous l'avons tous vu et entendu hier encore de la bouche du ministre des Armées, la nouvelle LPM de 413 milliards d'euros va viser à consolider les fondamentaux. C'est toujours une LPM de réparation, de transformation des infrastructures militaires, une LPM visant à maintenir nos armées en conditions opérationnelles, avec des stocks de munitions relevés, un plan de recrutement ambitieux et des prévisions de rémunération à la hausse pour nos militaires. Cependant, les indicateurs conjoncturels actuels indiquent que malgré cette augmentation de budget conséquente pour la loi de programmation militaire, 30 milliards d'euros sont d'ores et déjà fléchés pour contenir l'inflation due à une conjoncture difficile dans laquelle nous nous trouvons. Pourtant, nous avons de grandes ambitions pour nos armées, en effet, parce que le monde se réarme, la guerre tonne sur le sol européen et des sauts technologiques s'imposent. Le budget du ministère des Armées sera de 69 milliards en 2030, alors qu'il était de 32 milliards en 2017, avec une augmentation de plus de 3 milliards d'euros par an, mais cela sera-t-il suffisant ? Vous serez amené, monsieur le chef d'état-major des armées, à faire des choix et émettre des priorités pour maintenir les capacités de nos armées avec un budget conséquent. Alors, je voudrais savoir, général, quelles sont vos priorités, celles où une attention particulière doit être portée au travers de cette nouvelle LPM, afin que nos armées demeurent dissuasives, efficaces et redoutées. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Sabine Tillet. Merci, Monsieur le Président général. Merci beaucoup pour votre présence hier et aujourd'hui. Vous avez beaucoup souligné l'importance de ce nouveau champ qui est le cyber, qu'on doit investir. Et quand on regarde le rapport d'information portant sur le bilan de la loi de programmation militaire 2019-2025, le ComCyber, qui dépend directement de l'état-major des armées, ne serait qu'à 82% de ses effectifs. Alors, de nombreux moyens sont mis en œuvre pour pallier à ce défi de recrutement, création d'une bourse cyber qui prévoit un financement des études en échange d'un premier poste dans les armées, opérations de communication dans les lycées, les écoles d'ingénieurs, les salons de recrutement et aussi l'occasion des journées défense et citoyenneté. Enfin, il existe des apprentissages spécifiques cyber, comme le brevet de technicien supérieur dans les domaines de la cyberdéfense, qui peut directement mener à des emplois au sein du ComCyber. Alors, le ComCyber travaille aussi à la construction de parcours de carrière en partenariat avec les industriels, afin que les parties prenantes de l'écosystème de cyberdéfense français travaillent ensemble. Concrètement, comment se matérialisera ce parcours? Pensez-vous qu'il peut être souhaitable aussi de créer des passerelles entre le public et le privé avec des entreprises partenaires afin de créer sur le long terme une véritable synergie? Un agent du ComCyber pourrait-il renforcer provisoirement une entreprise privée grâce à ses connaissances dans la lutte informatique défensive, et inversement, un agent du privé pourrait travailler provisoirement au sein de la ComCyber pour prendre l'expérience et éventuellement s'engager auprès de l'armée cyber. Il y a aussi la réserve, peut-être. Peut-être des combattants cyber pourront faire partie de ces spécialistes qui pourront travailler jusqu'à 72 ans, par exemple. Voilà quelques pistes. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Mon général, je vous remercie de revenir devant nous pour l'ouverture de nos travaux sur le projet de loi de programmation militaire. Ce projet s'inscrit dans le cap dessiné par le Président de la République à l'occasion de la Revue nationale stratégique et dans le contexte dont nous avons échangé avec vous depuis l'été dernier. Avec mon groupe, nous partageons la nécessité d'inscrire dans une nouvelle programmation le réinvestissement dans nos armées. Surmonter les postures politiciennes, nous dit le collègue Renaissance tout à l'heure dans son intervention. Cela ne signifie pas pour autant contourner le débat construit entre parlementaires. Et ce débat construit, il l'est au sein de notre commission. Les citoyens en ont particulièrement besoin dans nos débats parlementaires lorsqu'il s'agit d'efforts nationaux importants. Alors, mon général, comment analysez-vous la trajectoire et les choix opérés par ce projet au regard des stratégies adoptées par nos partenaires européens, y compris nos alliés britanniques ?
La LPM est-elle synonyme d'un changement d'époque, comme cela est annoncé en Allemagne? Surtout, dans quelle mesure cette LPM serait un signal positif pour le positionnement français au sein de l'OTAN? On note que la cible de 2% du PIB pour les dépenses militaires pourrait être atteinte dès 2025. Pourtant, comme le relève le Haut Comité des finances publiques, une part significative de l'effort en fin de période après 2027 et à rebours de l'objectif général d'évolution de la dépense publique reste une source d'incertitude. Concrètement, pensez-vous que cette incertitude peut nuire à la robustesse à long terme de la trajectoire de cette LPM? Plus spécifiquement, l'étirement temporel des cibles numériques concernant certains blindés est-il le reflet d'un choix capacitaire au bénéfice de priorités comme le cyber, par exemple? Dans quelle mesure, enfin, les leçons du conflit ukrainien influent sur ces orientations de cadencement? Je vous remercie. Merci. Et enfin, pour le groupe Horizon, la parole est à Jean-Charles Larsonneur. Merci, Monsieur le Président. Mon général, permettez-moi de commencer par un témoignage de sincère reconnaissance pour le travail fourni par vous-même et vos équipes dans la préparation de cette loi de programmation militaire et aussi pour votre disponibilité devant cette commission. Une loi de programmation militaire est toujours sous-tendue par des hypothèses géostratégiques que vous avez pour partie développées. Le modèle que vous soumettez aujourd'hui à notre appréciation et le format afférent, au fond, est un modèle d'armée relativement complet, multimilieu, relativement échantillonnaire aussi, avec une composante de dissuasion forte, avec un équilibre trouvé entre autonomie stratégique et une capacité à agir en alliance. Bon, j'ai deux questions. Première question, parmi les différentes maquettes que vous avez souhaité examiner, notamment en tant que premier parmi vos pairs au sein du COSEM, dans les longs mois qui ont préparé cette proposition actuelle. Quelles sont les maquettes, les formats que vous avez peut-être écartés parce qu'il vous semblait moins pertinent que celui que vous nous proposez aujourd'hui? Et deuxième question, question sur la fonction logistique, qui me semble absolument essentielle et qui est souvent rappelée à nous par le contexte géostratégique que nous connaissons aujourd'hui à l'est de l'Europe. Fonction stratégique, j'invite de citer le général Omar Bradley, les amateurs parlent stratégie, les professionnels parlent logistique. Voilà. Et donc je pense évidemment à des capacités de franchissement, au ravitaillement, aux camions, aux ponts, au génie, à la sécurisation des approvisionnements, vous en avez parlé. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur l'ambition que vous avez dans cette LPM pour la fonction logistique? Je vous remercie. Merci. Mon général, vous avez la parole là. Ok, je vais répondre brièvement de manière séquencée parce que c'est possible de le faire. Bien évidemment, pour la construction d'une LPM dans le dialogue entre chaque armée, il s'agit de trouver. On a établi en fait finalement un dispositif qui était plutôt des groupes de cohérence. En fait, chaque armée ne peut pas se développer seule, puisqu'en fait, la finalité opérationnelle est bien évidemment un engagement interarmé. L'efficacité opérationnelle repose sur un engagement interarmé. Et donc, sous les ordres du sous-chef plan, le général Pons, qui est ici prévu, un certain nombre de groupes de cohérence étaient mis en place, qui permettaient, au travers des propositions et de la vision de chaque armée, de finalement égaliser et obtenir un modèle le plus cohérent possible, tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, en ce qui concerne la logistique, avec deux choses, et à la fois les appuis. Et si vous dites qu'aux sapeurs, que pour le franchissement, c'est du soutien, ils ne sont pas très, très contents. Donc, il y a bien évidemment la partie appui, et vous avez raison de le signaler, parce que là aussi, 20 ans de guerre contre le terrorisme militarisé avaient mis de côté un certain nombre de fonctions, parce qu'en fait, elles ne trouvaient pas leur emploi. Il n'y avait pas de sujet de franchissement, il y avait peu de besoin de frappe dans la profondeur, et donc il n'y avait pas besoin de défense solaire. Et donc on voit bien qu'il y a un véritable rééquilibrage et un effort qui est fait dans ce domaine-là pour finalement remonter à niveau sur des capacités qu'on avait un peu oubliées parce qu'on en avait moins besoin. Et que c'est des choix qui avaient été faits à l'époque et qui étaient, somme toute, qui pouvaient paraître logiques. Et aujourd'hui, il faut qu'on vienne. Après, il y a le sujet logistique qui est effectivement extrêmement important. Et à deux niveaux. Il y a tout d'abord le sujet logistique où on doit changer d'échelle et avec une logistique qui va probablement devoir opérer sur une menace beaucoup plus importante, avec un sujet de difficulté d'agir sans se concentrer. Et donc ça, il y a une vraie réflexion qui est conduite. Et le RM2SE, c'est-à-dire
éviter le RM2SE adverse, c'est-à-dire l'espèce de transparence du champ de bataille. Il y a véritablement une vraie réflexion logistique à conduire, la manière dont on va conduire le combat, la manœuvre logistique. Et à ce titre-là, tout ce qui a été fait en termes de combat infovalorisé, qui concerne aussi la zone arrière, est quelque chose qui ouvre des possibilités en termes de fluidité, mais c'est également un dimensionnement. Et je vous l'ai dit, on a aujourd'hui, pour moi, la préoccupation majeure est bien de disposer d'une autonomie logistique qui soit à la hauteur de l'ensemble de nos forces et non pas seulement sur une partie de nos forces. Et qu'aujourd'hui, en fait, on est limité dans nos engagements, non pas par les moyens dont on dispose, mais finalement par l'autonomie logistique qu'on peut être capable de déployer, qui en fait, les professionnels parlent logistique, et quand vous pouvez soutenir qu'un certain nombre de régiments sur VBCI, en fait, ça veut dire que vous ne pouvez pas tous les projeter. Ou en tout cas, vous êtes contraint dans l'emploi opérationnel. Donc c'est ça les axes d'effort. Ensuite, en ce qui concerne Madame... les sources d'incertitude, il y a deux questions qui sont relatives à l'inflation. En fait, l'inflation, ce n'est pas quelque chose qui peut être éliminé. Et l'inflation, elle s'applique à tous les ministères et, j'aurais tendance à dire, à tous les Français. Et donc, c'est quelque chose qui, bien évidemment, je ne sais pas si on peut dire que c'est quelque chose qui est obéré, mais en fait, assez logiquement, comme pour tous les Français, aujourd'hui, finalement, avec la même somme d'argent, ils achètent moins quand ils vont au supermarché. Ben, en fait, le budget de la défense et le budget de l'ensemble des ministères est quelque chose, finalement, où le poids est le même. Alors, probablement que pour la défense, c'est un tout petit peu différent ou plus visible, parce qu'en fait, comme on est quand même un ministère qui fait de l'investissement, ça se ressent plus nettement et ça peut se calculer. Mais je serais pas très, je serais mal à l'aise de m'offusquer en disant au secours, il y a de l'inflation, je vais pouvoir acheter moins. Voilà. Donc, d'une part, on a vécu une LPM précédente où finalement l'inflation était très faible et donc on en a plutôt profité. J'espère plutôt que l'inflation va réduire au cours des années qui viennent et donc finalement, ça permettra de retrouver un certain nombre de marges. Mais objectivement, là aussi, en termes de sincérisation, il fallait bien évidemment, dans la construction de la LPM, prendre en compte cette inflation. Et la prendre en compte, oui, le regretter peut-être, mais le prendre en compte. En ce qui concerne les cibles, j'ai répondu. En fait, la cible, il faut qu'on la développe avec un vrai sens des responsabilités en termes de cohérence, et non pas courir sur une cible matérielle sans être capable de développer parallèlement l'autonomie logistique, le stock de munitions et l'activité qui va avec. En ce qui concerne le cyber, qui est effectivement une partie qui est importante, et alors il y a toujours les effectifs, il y a des choses qui sont très visibles, il y a aussi l'organisation, et à ce titre-là, le ComCyber, aujourd'hui, il est prévu, et c'est quelque chose qui va être mis en œuvre, devient finalement un commandement, bien évidemment, qui dépend encore de l'état-major des armées, mais finalement qui est plus autonome, justement pour lui permettre de développer ça, et un peu à l'image du COS, c'est-à-dire finalement qui va bien évidemment disposer de ses moyens propres, mais qui va aussi pouvoir organiser les différentes unités cyber qui sont présentes dans les trois armées. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. C'est bien évidemment, vous l'avez dit, en termes de ressources humaines et de marché du travail, un domaine qui est en grande tension. Il n'y a pas que les armées qui ont du mal à recruter des gens qui travaillent dans l'informatique, dans le développement informatique. Donc on est soumis à ça, il faut prendre. Il y a quand même des efforts qui ont été faits et ça a été assez bien identifié et déjà depuis un certain temps avec la mise en place par exemple d'un BTS cyber. Donc ça date de moins de 5 ou 6 ans. Il y a l'école militaire préparatoire technique à Bourges qui a pleinement intégré cette dimension-là. Ça ne veut pas dire que tout est fait et qu'il faut s'arrêter là. Mais on n'est pas resté les bras croisés en attendant de constater seulement que c'est un milieu qui est difficile. Je pense qu'en revanche, où on doit continuer à progresser pour pleinement utiliser ces moyens-là, c'est qu'on a un vrai sujet d'agilité. Et qu'il faut qu'on aille, quand je vous parlais de normes, il faut qu'aujourd'hui on soit capable de recruter beaucoup plus vite un spécialiste cyber et de le remplacer beaucoup plus vite si il s'en va. Parce que c'est pas s'il s'en va, c'est forcément un jour il s'en ira, parce qu'il ira dans le civil, et que finalement être capable de recruter quelqu'un qui arrivera avec plus au fait des dernières technologies n'est pas forcément un inconvénient. Mais ce qu'il faut, c'est pas qu'on ait un an entre celui qui est parti et celui qu'on recrute. Donc on a un vrai sujet d'agilité, de normes sur lequel on travaille avec le SGA pour être capable de mieux s'adapter au monde du travail et de profiter de ça. Voilà. Et ensuite, Madame la députée, en ce qui concerne, j'ai parlé de l'inflation. En ce qui concerne les efforts, j'ai parlé, il y a vraiment les 3 axes d'efforts, cohésion nationale, partenariat,
et crédibilité militaire que j'ai un peu développé. Mais je pense que le vrai défi est le défi de pouvoir pleinement profiter et de pouvoir pleinement identifier en termes de transformation les axes sur lesquels on doit avancer et d'être capable de finalement forcément faire des choix. Et quelqu'un a dit on supprime des compagnies d'infanterie. Bon, oui, on supprime des compagnies d'infanterie parce que je pense qu'il n'est pas possible ni souhaitable d'augmenter nos effectifs avec une certaine difficulté si tel était le cas. Mais en revanche, il faut qu'on soit beaucoup plus présent dans le cyber, il faut qu'on soit beaucoup plus présent dans l'influence, et qu'en agissant en coalition, il y a probablement des choses qu'on se doit de posséder nous-mêmes et qu'on pourra partager avec d'autres. Et c'est probablement plus facile dans le cadre de l'infanterie que ça ne sera dans le domaine du cyber, par exemple, ou de l'influence. Merci, mon général. Alors,